Bon, je pense qu'on va commencer. Ouais, Bon, bah, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Moi, je suis Olfa Mzaoui. Je travaille à Reims en médecine intensive réanimation. J'ai le plaisir, donc je suis membre de la commission pédagogique du CEMIR. J'ai le plaisir d'introduire donc le docteur Sophie Six qui travaille au CHU de Lille qui va nous parler donc du sepsis au cours de la grossesse et tout ça autour d'un cas clinique. Voilà Sophie, donc c'est à toi. Moi je vais fermer ma caméra et mon micro et puis dès que Mercé arrive, hein, je vais peut-être la nommer en animatrice et puis je me retire du webinaire. ok, Voilà. Bon bah bon webinaire. impeccable. Merci beaucoup, Alpha. Bonsoir à tous. Alors, pas de caméra autour de moi pour échanger avec vous. En revanche, il y aura le chat sur lequel vous pourrez participer. Et donc, j'attends de votre part le plus de participation possible. Ce serait top. Donc, moi, je suis docteur Sophie Six. Je travaille en effet en réanimation au CHU de Lille avec le professeur Jourdain qui va bientôt arriver. Et je remercie le CEMIR de m'avoir invité à participer à ce webinaire, donc autour du sepsis en cours de grossesse. Et j'ai choisi un cas clinique pour débuter ce webinaire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vois qu'il y a 30 participants. S'il n'y a pas de commentaires sur le chat, on va commencer. Donc, je vais vous présenter le cas clinique de Madame C. Madame C a 19 ans. Comme principaux antécédents, elle a une intoxication tabagique et une consommation de cannabis. Et puis, elle est suivie pour une grossesse. C'est sa première grossesse. Elle est au moment des faits à 23 plus 5 semaines d'aménorrhée. Son suivi de grossesse est fait correctement à Jeanne de Flandre. Et donc, elle a même, à Jeanne de Flandre, c'est la maternité du CHU à Lille. Et donc, sa dernière échographie de deuxième trimestre avait eu lieu le 17 août, avec des constantes qui étaient normales, donc une vitalité fœtale normale et des biométries qui correspondaient à l'âge gestationnel. Il n'y avait pas d'anomalie morphologique échographiquement décelable à ce terme au moment de cette échographie. Le 17 août, elle présente des frissons à domicile, sans prise de température, avec une sensation de fièvre. Puis le 18 août, elle présente des douleurs en fosse iliaque droite, avec une irradiation en fosse iliaque gauche, en flanc gauche. Et elle se présente aux urgences 48 heures après le début de ses symptômes. Aux urgences, elle présente un poids de 55 kg, une taille d'1,65 m, donc ça lui fait un BMI à 20. Elle a comme température 38,6, donc de la fièvre. Et puis, l'examen clinique suivant, donc sur le plan hémodynamique, elle est tachycarde, elle a 110 battements par minute, elle est hypotendue avec une PAM aux alentours de 40. Elle est discrètement marbrée au niveau des genoux. Sur le plan respiratoire, elle a une fréquence respiratoire à 34 cycles par minute, une saturation à 94% en air ambiant et un murmure vésiculaire qui est bilatéral et symétrique. L'examen abdominal retrouve une douleur plutôt dans la fosse iliaque droite avec une irradiation en lombaire. Il y a une défense aussi dans la fosse iliaque droite sans contracture et elle ne relate pas de signes fonctionnels urinaires ni de douleur lombaire quand on l'interroge. Alors, ça va être à vous de participer. À ce stade-là, quels sont les examens que vous demandez? J'attends vos réponses sur le chat. Une échographie abdominale. Très bien. Une bio avec des lactates et une échographie abdo-pelvienne. OK. NFS, CRP, BU. EMOC. Donc voilà, arrivent enfin les
prélèvement infectieux, écho, BU, ECBU. Est-ce que quelqu'un a une autre idée encore? Merci d'avoir répondu. Hémoculture avec un S. Donc, en effet, il y aura un bilan biologique avec un hémogramme, un bilan de coagulation, un bilan inflammatoire, CRP, PCT, une biochimie standard, un gaz avec des lactates pour évaluer la gravité, une échographie abdominopelvienne, tout à fait, mais aussi une échographie fétale. Je pense qu'à ce moment-là, ce serait important de ne pas oublier la réévaluation du rythme fœtal et des biomarqueurs fœtaux. Et puis les prélèvements infectieux, ECBU, hémoculture, qui sont indispensables. Voilà le gaz du sang que vous développez. Donc, elle a un pH à 7,47, une PCO2 à 30, enfin 31, avec une PO2 à 82, ça c'est en air ambiant. Ça lui fait une saturation en oxygène à 97%. Et les lactates sont à 1. Comment vous interprétez cette gazométrie? Je vous laisse répondre sur le chat. Je laisse un petit moment pour vous lancer. N'hésitez pas, il faut y aller. Hein, c'est essentiel, c'est de discuter ensemble. Peut-être je vous remets le... dommage. Peut-être je vous remets le gaz du sang. Une réponse. Alcalose respiratoire. Donc, en effet, il y a une alcalose respiratoire sur le gaz du sang. Et la question que vous vous posez à ce moment-là, c'est est-elle en lien avec les modifications physiologiques respiratoires de la grossesse? On va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que au cours de la grossesse, le corps féminin va subir des modifications physiologiques qui sont en lien avec l'augmentation des hormones de la grossesse et puis aussi des modifications anatomiques en lien avec l'élargissement de l'utérus. Donc, l'imprégnation hormonale, que vous voyez ici représentée sur le schéma, avec une élévation importante des bêta-HCG, ici, de la progestérone, ici en pointillé, en tiret, aussi de l'œstradiol et de la relaxine, va être responsable de modifications physiologiques, respiratoires, cardiovasculaires, rénales, immunologiques, qui permettent d'assurer le développement de l'utérus et du fœtus et l'hypermétabolisme qui est demandé pour un développement correct du fœtus et préparer l'organisme maternel à l'accouchement. Et donc, ces modifications physiologiques, il est indispensable de les comprendre pour pouvoir interpréter la clinique, mais aussi la paraclinique de la parturiente quand elle se présente aux urgences ou en réanimation. Donc, sur le plan respiratoire, ce qu'il faut savoir, c'est que l'imprégnation hormonale en progestérone va augmenter la sensibilité au CO2 des centres respiratoires. Et donc, on aura une hyperventilation secondaire à la sécrétion de progestérone qui va apparaître dès le premier trimestre de grossesse. Et va en résulter une alcalose respiratoire avec une PCO2 attendue autour de 30%, qui normalement est compensée par l'excrétion rénale des bicarbonates. Vous voyez ici, sur cette étude-là, qui est une étude de physiologie
qui date maintenant d'un peu plus de 10 ans, que lors du 3e trimestre, c'est les ronds vides, la PCO2, ou en tout cas le TCO2, va déclencher une ventilation minute à un seuil bien inférieur que lors d'une situation du postpartum. Par ailleurs, la progestérone va aussi entraîner une bronchodilatation des muscles lisses respiratoires, et puis elle sera aussi le médiateur d'une hyperémie qui va être responsable d'un œdème des muqueuses respiratoires. Et donc, on a également des modifications anatomiques qui ont lieu sur le plan respiratoire avec l'œdème muqueux dont on a parlé, mais aussi une élévation du diaphragme par l'utérus gravide, une horizontalisation des côtes et une diminution de la compliance thoracique. Et ça sera responsable, ici vous le voyez bien et vous le comprenez mieux, d'une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle et d'une diminution du volume de réserve expiratoire, alors qu'on a une augmentation du volume courant. Donc, au total, concernant les modifications physiologiques respiratoires pendant la grossesse, on a peu de variations de la fréquence respiratoire, mais on a une ventilation minute qui augmente d'environ 40% pendant la grossesse, avec un débit inspiratoire qui va baisser. Et tout ça, c'est expliqué ici, en synthétisant. L'augmentation des taux de progestérone au cours de la grossesse va permettre l'augmentation du volume courant et l'augmentation de la ventilation minute, permettant d'augmenter le contenu artériel en oxygène et de diminuer le contenu artériel en dioxyde de carbone. D'autre part, l'agrandissement, l'élargissement de l'utérus, qui va être le siège du développement fœtal, va être responsable d'une augmentation, en tout cas d'une élévation du diaphragme, qui elle-même va être responsable d'une diminution de la capacité de résiduelle fonctionnelle et d'une diminution du volume respiratoire, de réserve expiratoire. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment comprendre avant d'interpréter un gaz du sang chez les parturientes. Donc, si on revient à Madame C, dont on parlait précédemment, vous recevez le reste de son bilan biologique, de sa biochimie, et donc elle a une créatinine qui est à 15 mg par litre, avec une natrémie à 133, une kaliémie à 3,1 mmol par litre. L'albumine est à 20 g par litre, et par ailleurs, vous notez aussi que la CRP est à 282, que la PCT est à 62,6. Donc, comment là vous interprétez ce bilan chez Madame C? À vous de répondre, je vous laisse la place sur le chat. Alors, un spectateur anonyme répond « Insuffisance rénale aiguë, syndrome inflammatoire biologique ». Ça me paraît pas mal. Donc, en effet, il y a une insuffisance rénale aiguë sur les 15 mg par litre de créate. Est-ce que vous pensez que l'insuffisance rénale aiguë peut être en lien avec les modifications physiologiques rénales de la grossesse? Alors, on va voir ça un petit peu plus loin. Vous êtes plusieurs à avoir donné d'autres réponses. Insuffisance rénale et syndrome, probablement pas. Non, mais avec un état hémodynamiquement instable. On va reparler un petit peu de la physiologie rénale. Donc, en effet, il y a une insuffisance rénale aiguë et un syndrome inflammatoire biologique. Donc, les modifications physiologiques de
de la fonction rénale au cours de la grossesse, elles sont complexes, avec des processus qui sont encore complètement élucidés. Comme toute modification physiologique au cours de la grossesse, elles sont secondaires à l'imprégnation hormonale et aux modifications anatomiques. Et donc, dans les très grandes lignes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une augmentation du débit de filtration glomérulaire, secondaire à une vasodilatation et une augmentation du flux plasmatique rénal, ce qui peut altérer la fonction tubulaire. Et puis, on va avoir une modification de la balance hydroélectrolytique avec une augmentation du volume plasmatique et aussi une augmentation de la balance totale en sodium et en potassium. Si on rentre un peu plus dans les détails, de manière corrélée à l'augmentation du débit cardiaque, toutes les études de physiologie humaine et animale retrouvent une augmentation au cours de la grossesse du débit de filtration glomérulaire, une augmentation également très précoce du flux plasmatique rénal, qui va diminuer à partir du 2e trimestre, qui permettra d'augmenter le débit, la fraction de filtration. Et en fait, vous le voyez ici, alors je vais masquer la caméra. Le débit de filtration glomérulaire ne fait que augmenter pendant la grossesse jusqu'à 40% au 3e trimestre, avec une fraction de filtration qui augmente aussi progressivement pendant la grossesse. Et donc, pour résultat, habituellement, ce qui est constaté pendant une grossesse normale, disons sans atteinte rénale, c'est une diminution du taux plasmatique de créatinine qui, dans toutes les études d'observation de physiologie rénale, retrouve donc, on voit une baisse d'environ 15 à 20% du taux de plasmatique de créatinine. Avec, de manière parallèle, plutôt une natrémie, une kaliémie qui sont assez stables au cours de la grossesse. Et donc, les conséquences cliniques et de prise en charge de ces patientes, c'est qu'on va avoir une hyperfiltration des médicaments et puis une diminution des protides totaux, donc attention aux médicaments qui ont une fixation protéique, et une diminution normalement des bicarbonates. Concernant les modifications au cours de la gestation des électrolytes sériques, leur balance est assez complexe et interviennent les facteurs natriurétiques et antinatriurétiques. Il y a une belle revue qui a été publiée dans un journal de néphrologie en 2012 qui va détailler cette balance natriurétique, antinatriurétique qui sera finalement en faveur d'un état plutôt antinatriurétique grâce à l'aldostérone et à la désoxycorticostérone. Donc, au total, on a plutôt une augmentation du sodium corporel avec un solde net qui fait 900 à 1000 milliEC. Voilà. Ça pourrait être un petit QCM de synthèse. Est-ce que vous pourriez répondre à ces questions? La filtration glomérulaire est augmentée de 15% au début de grossesse et jusqu'à 40-50% en fin de grossesse. Ou est-ce qu'aucune modification de la balance hydroélectrolytique n'est observée? Ou est-ce qu'on observe l'augmentation du volume plasmatique et la diminution des protides totaux qui vont eux-mêmes augmenter le volume de distribution des médicaments? Existe-t-il une dilatation urinaire et une stase urinaire qui seraient des facteurs de risque d'infection lors de la grossesse? Et savez-vous si la progestérone diminue la réabsorption du sodium en inhibant de manière compétitive l'aldostérone au niveau du récepteur tubulaire minéralocorticoïde? Je vous laisse répondre à ce petit QCM. ACDE. Je remercie Marc-Olivier, Quentin, Yacine
Jeanne, de participer. C'est bien, continuez, n'hésitez pas. Donc, en effet, la réponse était ACDE. La filtration glomérulaire augmente jusqu'à 50% en fin de grossesse, on l'avait dit. C'est corrélé à une augmentation du volume plasmatique qui va diminuer les protides totaux, augmenter le volume de distribution des médicaments. On discutera de la dilatation urinaire et la progestérone va diminuer la réabsorption du sodium. Ensuite, vous recevez le bilan d'hémostase de Madame C, que voici. Donc, je vous laisse le regarder. Le ratio TCA est à 1, le TP est à 70%, le fibrinogène est à 7,4, les monomères de fibrine sont inférieurs à 5. Et la numération globulaire met en évidence une hyperleucocytose à près de 25 000, 25 gigalitres, et des plaquettes qui sont autour de 200 gigalitres. Voilà, qu'en pensez-vous? Alors, c'est une question très large. Ça me permet d'introduire quelques notions sur les modifications physiologiques de l'hémostase pendant la grossesse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des modifications de l'hémostase primaire et des modifications des facteurs de coagulation, que ces modifications sont plutôt en vue de préparer l'accouchement, donc pour éviter l'hémorragie lors de la délivrance. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une thrombopénie gestationnelle qui est modérée, qui fait 5 à 10%. En tout cas, elle est modérée et elle est principalement présente au 3e trimestre. La plupart du temps, elle est asymptomatique et elle se corrige spontanément après l'accouchement. Vous le voyez ici sur cette autre étude qui reflète la distribution des plaquettes au cours de la grossesse, ici dans les carrés vides, et chez la femme non enceinte. Et on se rend bien compte qu'il y a une thrombopénie qui est significative chez les parturientes. La physiopathologie est assez discutée. Il y a une part d'hémodilution et puis aussi une part de séquestration placentaire et de séquestration splénique. Ce qui est important de connaître aussi, c'est les modifications de l'hémostase qui vont permettre un état d'hypercoagulabilité, puisque l'objectif, encore une fois, c'est de préparer la naissance et donc la délivrance, tout en évitant un syndrome hémorragique cataclysmique. Et donc, ce qui est constaté au cours de la grossesse, c'est une augmentation des facteurs procoagulants avec une diminution de l'activité fibrinolytique. Il y a de nombreux papiers d'hémostase et de gynéco qui s'intéressent à tout ça, qui montrent qu'il y a une diminution physiologique des inhibiteurs de la coagulation avec une modification du système fibrinolytique. Donc, au total, la baisse des anticoagulants naturels et l'augmentation pendant la grossesse des procoagulants sera en faveur plutôt d'un état procoagulant. Madame C va bénéficier d'une échographie rénale dont les résultats sont écrits là sur cette diapo. Donc, le rein droit est normal, il mesure 11 cm, mais la taille est normale, mais on note une dédifférenciation corticomédulaire avec un aspect épaissi du parenchyme et des petites plages hétérogènes évocatrices de foyers de néphrite. Pardon. Il existe une bonne visibilité des cavités piélo-caliciales avec une discrète dilatation. Et le pied long, à droite, mesure 15 mm. Pas de collection intra- ou périrénale diagnostiquée sur cette échographie. Et le rein gauche est de taille et de morphologie normale. Il fait 11 cm. Il y a une bonne visibilité des cavités piélo-caliciales. Et le pied long, lui, mesure 12 mm de diamètre antéro-postérieur. Donc, au total, c'est une échographie qui est évocatrice d'une pyélonéphrite aiguë droite avec
les cavités piélocalicielles à droite qui sont un peu dilatées, qui mesurent 15 mm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe également des modifications anatomiques rénales qui sont en lien avec, encore une fois, l'imprégnation hormonale. Donc, c'est les effets relaxants des taux élevés de progestérone et de prostaglandine qui vont avoir un effet direct sur les muscles disques de l'urtère. Et puis, un effet mécanique qui est l'effet de la compression de l'utérus sur l'urtère et plutôt à droite. Donc, l'hydronéphrose est très fréquente au troisième trimestre. Elle varie de 45 à 100% selon les auteurs. Elle prédomine toujours à droite. Elle reste physiologique si elle est inférieure à 20 mm. Enfin, Madame C aura une échographie fœtale qui retrouvera une bonne vitalité fœtale avec des mouvements actifs fœtaux sans souci particulier. Vous recevez le CBU, alors pas aussi rapidement, mais vous finirez par le recevoir, qui met en évidence une leucocyturie qui est supérieure à 10 puissance 3, et puis un Escherichia coli retrouvé dans les urines à 10 puissance 6, qui en plus est plutôt de profil sauvage. Alors, on va rentrer dans la partie un peu plus délicate, c'est comment pensez-vous qu'on pourrait évaluer la gravité de cette patiente? Et c'est là où la connaissance des modifications physiologiques de la grossesse s'avère importante, puisqu'il y a un impact significatif de la grossesse sur les modifications cardiovasculaires, sur les modifications respiratoires et rénales qu'il est indispensable de connaître pour pouvoir diagnostiquer et évaluer la gravité et l'impact d'un sepsis chez une femme enceinte. Une question qui reste en suspens, dont on discutera quelques diapos plus tard, c'est: existe-t-il un surrisque ou une immunodépression relative à la grossesse qui augmente le risque de sepsis? Ce qu'il faut bien comprendre, et ça on l'a dit, c'est qu'il y a un chevauchement considérable entre les symptômes normaux de la grossesse, donc les modifications physiologiques de la grossesse, et les manifestations cliniques du sepsis. Et tout ça peut conduire à un retard diagnostique et à une mauvaise évaluation de la gravité. Donc, comment évaluer la gravité de cette patiente? À l'heure actuelle, tous les scores qui ont tenté d'évaluer la gravité des patientes parturientes septiques sont mis en échec, puisque aussi toutes les études sur le sepsis ont exclu les femmes enceintes de leur population. Et les guidelines qui ont été publiées sont aussi excluantes des femmes enceintes. Donc là, vous avez un exemple de score qui s'appelle le MOVS, donc c'est la version modifiée obstétricale du Warning Scoring System, qui, lui, a été mis totalement en échec dans l'évaluation des chorioamniotiques. Donc ça, c'est un papier qui date de 2010. Voilà. Un autre score qui est le sepsis obstétrical score, qui est aussi mis en échec. Et puis plus récemment, dans des guidelines et des recommandations d'experts, sont utilisés un score obstétrical modifié du SOFA, avec, vous le voyez, quand même assez peu de critères, donc une pression systolique, une fréquence respiratoire et une altération de l'état cognitif. Du QSOFA ou du SOFA qui malheureusement n'est pas beaucoup plus pertinent. Et donc, ça nous amène à discuter des modifications physiologiques cardiovasculaires qui sont en lien avec la grossesse. Donc, on va en parler rapidement maintenant. Au cours de la grossesse, on constate, et très précocement, dès la 6e semaine d'aménorrhée, une vasodilatation artériolaire qui est médiée par les hormones, encore une fois, donc prostaglandine vasodilatatrice, progestérone, NO, et VEGF. Ah, alors que s'est-il passé? Une mise à jour. Vous pouvez m'excuser. C'est reparti.
excusez-moi. Donc, cette vasodilatation précoce est médiée par les hormones, en particulier la relaxine. Et donc, il y a aussi tout un tas de papiers dans la littérature, des papiers de physiologie expérimentale, qui, comme on le voit ici, permettent de reproduire les conditions cardiovasculaires de vasodilatation chez un rat enceinte, une rate enceinte, et chez une rate à qui on administre la relaxine. Vous le voyez avec une augmentation du débit cardiaque, une augmentation du volume d'éjection, mais une baisse rapide des résistances vasculaires systémiques. Donc ça, c'est une première étape cardiovasculaire, c'est la vasodilatation artériolaire précoce. Une deuxième chose importante à comprendre, c'est la diminution de la réponse des muscles lisses vasculaires aux vasoconstricteurs, et aussi tout un tas de papiers le mettent en évidence dans la littérature. Ici, vous avez sur cette figure des courbes qui sont dose-réponse de l'effet presseur, soit de l'angiotensine à gauche, soit de la vasopressine à droite. Et vous voyez cette courbe réponse en fonction du statut enceinte ou non du rat, de la rate. Ici, c'est évidemment non enceinte. Et puis, vous avez une grossesse de 10 jours, puis une grossesse de 21 jours. Et plus la grossesse avance, plus la réponse au vasoconstricteur s'affaiblit. Donc ça aussi, c'est une réponse cardiovasculaire qu'il faut connaître chez la femme enceinte. On va essayer de passer la suivante. Et donc, c'est aussi corrélé à une augmentation de la volémie. On a vu précédemment sur les modifications physiologiques rénales qu'on avait... Ah là là, pardon. Qu'on avait une activation du système rénine-angiotensine via les oestrogènes et la prostéine, avec une rétention hydrosodée via la sécrétion d'aldostérone, et que la diminution de la réponse vasoconstrictrice à l'angiotensine 2 va permettre de conserver un volume intravasculaire augmenté avec une pression artérielle normale. Tout ça va permettre l'augmentation du débit cardiaque, qui est relatif à l'augmentation du volume d'éjection, qui est très précoce aussi, avec une augmentation du débit cardiaque. Et vous le voyez, en fin de trimestre jusqu'au travail, on constate aussi une augmentation de la fréquence cardiaque, mais plutôt en fin de grossesse au 3e trimestre. Cette augmentation du travail cardiaque associée à une augmentation des volumes d'éjection et de la volémie sera associée à une augmentation de la masse myocardique d'environ 40 à 50%, ce qui n'est pas rien, sans modification de la contractilité, mais avec une dilatation des cavités cardiaques qui est majoritairement prédominante sur le ventricule droit et qui peut s'associer à des régurgitations valvulaires, en particulier sur la valve tricuspide et ou la valve mitrale. Et donc, au total, l'augmentation du débit cardiaque et de la volémie sera corrélée à une diminution des résistances vasculaires systémiques périphériques et aussi par hémodilution à une diminution de l'hémoglobine. L'objectif de ces modifications cardiovasculaires, c'est évidemment, avant toute chose, d'assurer un débit utérin suffisant pour le développement du fœtus et pour la demande métabolique du fœtus, du placenta et de la mère. Alors, je vais vous faire travailler un peu. Maintenant, pourriez-vous proposer une prise en charge pour Madame C? Remplissage vasculaire. Ah, Mehdi, j'ai vu que tu avais une question, je viens de la voir. On en discutera après, si tu veux. Remplissage vasculaire, ouais, c'est une première chose. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Noradré, antibio par C3G.
Spectateur anonyme, j'adore. D'autres réponses? Marc-Olivier? C3G à mi-clin. Je pense que tout est remplissage, vasculaire, amine, antibio. Ouais, oui. Donc, tout le monde était d'accord pour le remplissage vasculaire, la noradrée, en tout cas restaurer une hémodynamique satisfaisante. L'antibiothérapie C3G à mi-clin, on ne sera pas là pour discuter forcément de l'antibiothérapie, mais ça pourrait être une autre webinaire dédié. En tout cas, C3G, c'est sûr. Pourquoi pas demander un avis urologique, hein, il y a quand même une dilatation des cavités piélo-calicielles à droite. Alors, c'est physiologique, c'est ce que nous répondra l'urologue. La dilatation fait que 15 mm, qu'il n'y a pas d'origine lithiasique à retenir, donc pas d'indication à une intervention de la part de l'urologue. Et puis, son transfert en réanimation paraît justifié chez cette dame qui avait 42 PAM, qui était marbrée avec l'insuffisance rénale aiguë. Elle évolue dans le service en installant une dyspnée avec une tachypnée habituelle chez les patientes, les parturiantes. On dépiste une PCR SARS-CoV qui est positive. Et puis, finalement, elle bénéficie d'un scanner qui retrouve un peu de condensation, un peu de verre dépoli, qui élimine le P. Puis on en profite pour faire un cycle, une spirale abdominale qui retrouve des multiples micro-abcès dans le rein droit. Et donc, l'antibiothérapie est prolongée devant les micro-abcès. On se dit que 4 semaines seront nécessaires. On réévalue sa fonction cardiaque à l'ETT. Elle est optimisée par la kinésithérapie respiratoire. Et puis surtout, on réalise un examen obstétrical et un monitoring fœtal quotidien. Et donc ça, c'est un message clé, c'est de ne pas oublier que le travail se fait en équipe avec les obstétriciens. Finalement, l'évolution septique, hémodynamique et respiratoire est satisfaisante. Le TT était normal. Elle sort de réanimation vers un service de maladies infectieuses à J5 de la prise en charge. Donc, au total, Madame C, si on a un diagnostic à retenir, c'est un choc septique avec une défaillance circulatoire, une défaillance rénale qui s'est aggravée transitoirement sur des atelectasies de posture, probablement, et peut-être une part de surinfection respiratoire. Quoi qu'il en soit, le sepsis chez la parturiente reste un problème de santé publique mondiale. 25% des sepsis gravidiques sont d'origine urinaire. Escherichia coli est le plus souvent mis en évidence, dans 80% des pyélonéphrite aiguës chez la femme enceinte et dans 2% des grossesses aux US. Il est reconnu que le sepsis chez la parturiente est un risque accru de prématurité. Et la pyélonéphrite aiguë risque de récidiver dans 20% des cas. Voilà, c'est ici une étude observationnelle des organismes isolés dans les sepsis chez les parturiantes. Et donc, Escherichia coli est le plus souvent mise en évidence. Après, nous avons le streptocoque du groupe B. Se discuter de quelques généralités autour du sepsis chez la femme enceinte.
Comme vous l'avez compris, assez peu finalement de réponses dans la littérature. Il y a quelques travaux, en tout cas anglais, qui mettent en évidence des facteurs de risque qui sont maintenant plutôt clairement identifiés. Sont l'obésité, le diabète ou la dysrégulation glycémique, et évidemment les troubles ou les pathologies des immunitaires ou l'immunosuppression, l'anémie, et puis aussi les problèmes locaux-régionaux, parce que les sepsis d'origine gynéco vont être aussi souvent retrouvés. Donc, les antécédents d'infections pelviennes, les infections au strepto du groupe B, la myosynthèse, le cerclage cervical ou la rupture spontanée prématurée des membranes prolongées seront des facteurs de risque bien connus de sepsis chez les parturientes. La grande question qui, depuis des décennies, fait l'objet d'innombrables articles et d'études, c'est existe-t-il une immunodépression en lien avec la grossesse? Alors, le paradigme est peut-être un peu en train de changer grâce à des études plus récentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement fœtal qui a lieu dans l'utérus a été vu pendant longtemps, pendant 50 ans, comme une semi-allogreffe, puisqu'il y a des cellules du fœtus, pas le fœtus directement, parce que lui baigne dans le liquide amniotique, mais des cellules fœtales qui se développent au sein de ce qu'on appelle les villosités dans les espaces sanguins maternels, jusqu'à la décidua, et qu'on a des interfaces de connexion fœto-maternelle qui sont le chorion ou le syncytotrophoblast dans les villosités, mais aussi au sein des artères spiralées de la décidua, qui sont des artères maternelles, ou au sein du cytotrophoblast extravilleux. Et donc, pendant longtemps, il a été décrit une immunosuppression pour, disons, accepter que le corps maternel accepte la greffe fœtale qui était semi-allogénique puisqu'elle comportait la moitié de gènes paternels. En fait, l'évolution des connaissances récentes penche plutôt pour un statut coopératif de l'immunité, pour le développement placentaire. On sait que la décidua utérine contient de nombreuses cellules immunitaires maternelles, en particulier des cellules NK, 70%, des macrophages et lymphocytes T régulateurs, et que ces cellules immunitaires maternelles permettent le développement placentaire et la vascularisation materno-fœtale du placenta. Et que des études qui datent quand même déjà de 2006, publiées dans Nature Medicine, montrent que la délétion de ces cellules immunitaires maternelles a un effet très néfaste sur le développement de la grossesse et pourrait induire soit fausse couche prématurée, soit pathologie placentaire et prééclampsie. Donc en fait, à l'heure actuelle, il serait plus juste de considérer l'unité fœto-placentaire, materno-fœto-placentaire, comme une unité immunitaire à part entière, avec une modulation immunitaire qui permettrait de répondre à l'inflammation liée à une infection virale, bactérienne, plutôt qu'une réponse maternelle face aux infections et disons, une tolérance du placenta et du fœtus. Donc, certaines études se sont aussi intéressées à les cellules circulantes, les cellules immunitaires circulantes. Et vous avez ici, dans ce diagramme un peu en araignée, la modification des cellules circulantes immunitaires au cours de la grossesse. Et ce qui est constaté, c'est qu'on a une augmentation des neutrophiles, des monocytes, des cellules T régulatrices, et une diminution plutôt des lymphocytes B
et des lymphocytes CD4, CD8. Et en fait, ça vient aussi mimer les situations de septique. Et donc, vous voyez ici ce même diagramme avec ici en bleu foncé la patiente non enceinte, en rose clair la patiente parturiente au 3e trimestre, et puis en rose foncé les patientes septiques. Et donc, lors du sepsis, on retrouve, comme lors de la grossesse, une diminution des lymphocytes, alors qui est plus importante lors du sepsis, avec une augmentation des neutrophiles, une augmentation des monocytes, et puis une diminution des plaquettes. Et donc, ça vient soit comme une rampe de lancement, soit comme un mimétisme qui pourrait rendre difficile le diagnostic de sepsis. Tout ça vient masquer le sepsis ou le mimer, en tout cas rendre difficile son diagnostic et rendre difficile l'évaluation de sa gravité. Si on pourrait conclure autour de cette image, ce serait pas mal. On a pendant la grossesse des modifications cardiovasculaires qui vont être responsables d'une diminution des résistances vasculaires systémiques, une diminution de la pression artérielle, qui peut aussi être constatée lors du sepsis. Sur le plan respiratoire, on a une diminution de la résistance vasculaire pulmonaire, une diminution des volumes résiduels fonctionnels ou de réserve expiratoire, ce qui aussi pourrait, disons, aggraver les réserves fonctionnelles dans le sepsis. Et puis, on a augmentation du débit de filtration glomérulaire avec une dilatation des cavités piélo-calicielles un peu physiologique qui pourrait être aussi à l'origine d'une stase et d'un facteur favorisant d'infection. Donc, ces effets de la grossesse et du sepsis peuvent s'accumuler et pourraient être responsables d'une réserve amoindrie chez la femme enceinte lors du sepsis, ou en tout cas d'effets plus graves. C'est ce que partage aussi cette publication qui date de 2013, qui liste les modifications des systèmes cardiovasculaires, respiratoires et rénales, et qui propose un impact sur la situation septique. C'est exactement ce qu'on s'est dit quelques minutes auparavant. Donc, les modifications cardiovasculaires peuvent masquer les signes initiaux de sepsis ou majorer l'hypoperfusion. Les modifications respiratoires sont responsables d'une diminution, en tout cas d'une augmentation du délai de réponse métabolique. Elles aggravent aussi les troubles de l'oxygénation. Et donc, vous voyez que on ne peut pas désolidariser les modifications physiologiques de la grossesse de l'interprétation des signes septiques lors de l'évaluation de ces patientes. Voilà, assez peu pour conclure de guidelines chez ces femmes enceintes. Ici, il y a une publication plutôt australienne ou néo-zélandaise qui propose des guidelines pour leur prise en charge, et on constate qu'à chaque étape persistent des questions. Donc, évidemment, la première action, c'est de reconnaître le sepsis. On sait que les changements physiologiques profonds de la grossesse vont rendre compliquée cette reconnaissance du sepsis. Puis, maintenir une oxygénation, donc maintenir une perfusion, donc administrer des fluides, sans précision sur la quantité de fluide autorisée, et en tout cas restaurer rapidement une circulation efficace et administrer les antibiotiques. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je rouvre le chat pour d'éventuelles questions. Alors, du coup, choc septique. Ah, bonsoir, merci. Je vais ouvrir la caméra. Je pensais que je l'avais ouverte. Non, mais c'est fait. Moi qui l'avais fermée pour pouvoir voir mon topo.
D'accord. Merci beaucoup hein, pour ce topo et vraiment les messages importants que tu as donnés, hein, qu'il est indispensable hein, pour prendre en charge les femmes enceintes de connaître les modifications physiologiques, hein, tant cliniques que biologiques. Et donc, tu en as vraiment fait la bonne démonstration au cours de ce topo. Et du coup, il y a effectivement quelques questions sur le chat. Peut-être que tu les vois Bien toutes? sûr. Alors, du coup, je vais commencer là. Choc septique sans lactate. Oui, choc septique sans lactate. C'est pas indispensable. Elle avait donc, elle, des signes d'hypoperfusion périphérique tissulaire avec des marbrures. Elle était tachypnéique, ce qui n'est pas normalement le cas chez la femme enceinte, avec des retentissements organiques, une insuffisance rénale, une insuffisance circulatoire. Donc pour moi, ça pose pas de problème de ne pas avoir de lactate pour poser le diagnostic de choc septique. Serait-il possible d'avoir le diapo? Je pense que ça, vous l'aurez sur le site du CEMIR. Du fait des modifications physiologiques liées à la grossesse, est-ce que le timing de la dialyse est le même? Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'études sur le timing de la grossesse chez la femme enceinte, comme il y a très peu d'études de toute façon chez la femme enceinte en général, très peu d'études, voire aucune, sur le sepsis. Et donc, c'était même des critères d'exclusion. Toutes les études dans la Surviving Sepsis Campaign excluent les femmes enceintes de leur cohorte. Donc, il n'y a pas de réponse, disons, prouvée sur la science, sur cette question. Est-ce que le timing de la dialyse est le même? Et qu'il est nécessaire de les dialyser, vous aurez les mêmes critères de dialyse chez la femme enceinte ou pas enceinte, mais il n'y a pas de réponse, dans la littérature à ce sujet. Merci, tu as peut-être une... Non, je pense qu'il n'y a pas d'étude hein, qui ait identifié les critères spécifiques et le timing spécifique de la dialyse chez la femme enceinte. C'est les critères habituels hein, Oui, c'est ça. au cours d'une décompensation rénale nécessitant une dialyse avec les signes de gravité. Il n'y a pas de critères particuliers. En revanche, hein, ce qui est su, c'est que chez une patiente, normalement, les patientes avec une insuffisance rénale chronique hein, ont beaucoup de mal à être enceintes hein, parce qu'elles sont le plus souvent aménorrhéiques. Par contre, si jamais une femme avec une insuffisance rénale chronique est enceinte, il faut intensifier de manière très importante la dialyse pour avoir une bonne croissance fœtale. Donc là, en revanche, oui, ça c'est connu. Et en général, c'est des dialyses, on assure une clairance hein, qui soit au-delà de 30 ml minute. Donc, c'est des dialyses qui sont quasiment quotidiennes, notamment au 3e trimestre, mais quasiment toute la grossesse hein, pour avoir une bonne viabilité fœtale. On a entendu la sonnette. Quel score à utiliser pour évoquer le sepsis chez la femme enceinte? Alors malheureusement, on l'a vu, il n'y a aucun score qui pour moi a fait preuve de son efficacité chez la femme enceinte. Merci. Oui, non, il n'y a aucun score, je confirme, il n'y a aucun score qui soit... il y a plein de scores qui ont été testés, mais qui n'ont pas été validés à grande échelle. Quelle indication d'extraction fœtale vu de l'atteinte SARS-CoV-2? Mohamed, c'est pour ce cas clinique spécifique? Ici, à 24 semaines, en tout cas avec une atteinte qui était assez peu spécifique du SARS-CoV et assez modérée, elle était tachypnéique avec 2 litres d'oxygène, il n'y avait aucune indication en extraction fœtale, d'autant plus qu'elle était à 25 semaines d'aménorrhée. Donc, moins de retentissement sur les volumes respiratoires et surtout aucune viabilité fœtale. Donc, dans ce cas clinique, pas d'indication d'extraction fœtale. Alors, du fait de la compression
cave, existe-t-il une place pour la vasopressine dans le choc septique avec insuffisance rénale aiguë? Pas particulièrement. La meilleure catécholamine chez la femme enceinte, c'est la noradrénaline. Il n'y a pas de place pour la vasopressine. La compression cave à 24 semaines, elle est très modérée. C'est surtout au 3e trimestre. Donc, pour moi, il n'y a pas de place pour la vasopressine. Je pense que merci, je te vois. Oui, je confirme. Il n'y a pas de place pour la vasopressine, surtout là, et même dans une situation de choc septique majeur, je pense que la vasopressine n'est pas indiquée dans ces situations-là chez la femme enceinte. Alors, je vais essayer du fait de la compression cave. Étant donné que je ne comprends pas la question de Rabbi Musambou. Étant donné qu'actuellement, on admet que le sepsis est dû à une réaction inappropriée de l'organisme, comment expliquer le fait que le déficit immunitaire puisse être un facteur de risque de sepsis? Le déficit immunitaire, ça a toujours été un facteur de risque de sepsis, c'est-à-dire que là, c'est repartir sur des données autres que pendant la grossesse, mais le sepsis, parfois, peut-être, le choc septique, parfois, peut être expliqué très, très grossièrement par une réaction inflammatoire cataclysmique. En revanche, la porte d'entrée infectieuse, le développement d'une infection est normalement contrôlé par un système immunitaire satisfaisant, qui d'ailleurs est très compétent chez la femme enceinte. Et donc, ça a toujours été un facteur de risque de sepsis d'avoir un déficit immunitaire. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais je crois qu'il faut revoir d'autres webinaires plutôt sur sepsis et choc septique. Je pense qu'on a fait « Faut-il monitorer le Doppler fœtal ou le Doppler des artères utérines au cours du choc septique sous amine ?» Alors, on monitore tout à fait. Alors, on monitore surtout l'activité cardiaque fœtale et on fait des échographies de viabilité fœtale. Le Doppler des artères utérines n'est pas fait dans le choc septique sous amine des femmes enceintes, déjà parce que je pense que c'est assez complexe à faire. Et ensuite, parce que de toute façon, si on restaure une perfusion correcte avec une hémodynamique appropriée, on sait qu'on aura une perfusion utérine qui sera satisfaisante. Et la chose indispensable, c'est de s'assurer qu'il y a une viabilité fœtale correcte et qu'on perfuse le fœtus. Donc, c'est surtout monitoring fœtal et échographie fœtale. Merci. Tu as une autre réponse pour Quentin? Non, tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, dans les situations de choc septique sévère chez la femme enceinte, la priorité, c'est la mère. Donc, c'est restaurer le débit maternel et qui suivra pour le fœtus. Non, il n'y a pas d'indication à faire des Doppler des artères utérines. La priorité, elle est au sauvetage de la mère et à restaurer la circulation maternelle. Très bien, je vous remercie à tous. Moi, Sophie, j'avais une question toutes ces modifications physiologiques de la grossesse sont très importantes et elles persistent, et notamment, par exemple, pour la dilatation des cavités piélo-calicielles. Au bout de combien de temps tu pourrais dire que c'est encore c'est normal? C'est-à-dire que c'est dans le contexte postpartum. En postpartum, c'est 6 à 12 semaines après la grossesse qu'on voit une diminution, en tout cas sur le plan cardiovasculaire, respiratoire et rénal. Après, il y a d'autres organes ou unités fonctionnelles dont on n'a pas parlé, qui aussi sont le siège de modifications physiologiques qui peuvent perdurer plus longtemps après la grossesse. Je pense en particulier aux modifications cérébrales, par exemple, qui persistent plus longtemps. En tout cas, ça persiste pendant jusqu'à 3 mois après la grossesse, ça peut encore être observé. Ouais.
Voilà, donc ça, c'est vraiment important, hein. Merci Sophie, hein, c'est que ces patientes doivent être considérées comme postpartum pendant 2 à 3 mois après l'accouchement, hein. Et donc, attention dans ces conditions-là. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai vu qu'il y avait une question concernant récupérer les webinaires. Ils sont mis sur le site du Sémir et vous pouvez y avoir accès à tous. Donc, ça, je pense qu'ils vous enverront le lien ou alors ils sont sur le site. Et puis, concernant le diaporama, ça sera aussi, je pense, mis sur le site du Sémir. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, je Il y a une pense question de Quentin. Faut-il doser les bêta-lactamines au cours du choc septique du fait de la pharmacodynamique de la femme enceinte? Ma réponse, ce serait oui. Voilà, mais aussi on le fait chez les femmes pas enceintes. Doser vos antibiotiques, c'est indispensable, surtout s'il y a une dysfonction rénale, une modification des volumes plasmatiques et du taux de protidémie. Donc, n'hésitez pas à doser les antibiotiques. Merci, merci. merci à tous de votre Et bonne présence soirée. et bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.